Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les ventes d'électrique atteignent des taux records partout dans le monde. Victoriaville installe une borne bidirectionnelle à son garage municipal. GM Energy propose justement des solutions de recharge bidirectionnelle. Nous annonçons le triste décès du physicien Pierre Langlois. Des bornes s'installent à Malartic. Les Mercedes pourront se recharger sur les superchargeurs Tesla. Par où commencer? Est-ce qu'il y a assez de bornes au Québec? L'envers du panneau, se départir d'une vieille borne pour un pionnier. Et en grande entrevue, Sylvain Juteau de la station Roulée électrique nous fait un tour du propriétaire de sa toute nouvelle installation du système SIG Énergie. Si Hydro n'est pas revenu, là, je peux brancher mon véhicule. Là, j'ai une nouvelle source d'énergie additionnelle. Là, on peut continuer. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines. Pour ma part, on est dans la petite saison des salons, hein? Donc le week-end dernier, c'était le salon du véhicule électrique. En fait, le salon, ça s'appelle maintenant le salon de l'auto de Lanaudière. Donc, il n'y avait pas juste des véhicules électriques, mais il y en avait beaucoup quand même. Hein. On sentait que c'était vraiment là, l'accent qui était donné. Il y a le salon de Saint-Hyacinthe aussi qui s'en vient. Donc, on se promène pas mal dans les salons pour rencontrer les gens, les auditeurs, donner des conférences également. Puis, on se tient toujours pas loin là, des gens d'Association des véhicules électriques du Québec qui sont là, comme à toutes les fois, pour faire des essais routiers et répondre aux questions avec de l'information neutre, juste et non biaisée pour un manufacturier ou un autre. Donc, je vous incite fortement à aller visiter ces salons-là, mais particulièrement là, de faire des essais routiers avec l'association puis prendre le temps de parler avec les nombreux bénévoles qui sont là sur place. Également, la semaine passée, nous lancions un épisode hors-série qui est parti pour être un de nos champions en termes d'hors-série, là, qui s'appelait Transiger avec un concessionnaire, guide de survie. Donc, c'est un épisode de presque 1h30 là, consacré exclusivement à quoi faire quand on magasine un véhicule pour ne pas tomber dans les pièges, bien comprendre les questions qu'il faut se poser, l'information qu'il faut avoir auprès de notre concessionnaire. On a fait ça en compagnie de notre ami Yannick Asselin, qui est toujours un franc-parler, qui donne toujours l'heure juste, et puis on le voit encore une fois dans cette entrevue-là. Je pense que c'est un incontournable si vous magasinez un véhicule puis que vous voulez être certain là, de rien oublier puis de faire la bonne chose dans le bon ordre puis avoir une expérience pour l'acquisition de votre véhicule qui va être simple, nette et sans surprise. Donc, allez écouter ça. C'est notre dernier hors-série qui est disponible. Là. Si vous ne savez pas où le trouver, très simple, vous allez sur notre site web silenceonroule.com et puis vous avez là, en entrant sur la page, un répertoire de tous nos épisodes. Donc, vous allez dans les derniers épisodes là, et vous allez trouver ça très facilement. Aujourd'hui, ma foi, on a beaucoup de plaisir. On va avoir une chronique, encore une fois, à l'envers du panneau avec notre ami Stéphane Daou. Sébastien Côté qui va nous parler également et nous donner des petits trucs là, pour les débutants. En grande entrevue aujourd'hui, je suis allé rencontrer Sylvain Juteau, la station Roulée électrique de Trois-Rivières, où il nous parle du système SIG Énergie, qui est un système avec des batteries là, qui accumulent de l'énergie, soit du réseau électrique, soit de panneaux solaires, ou voire même de véhicules qui peuvent être branchés dessus, parce que, croyez-le ou non, ce système-là nous permet de capter l'énergie, de stocker l'énergie, nous la redonner dans les bons moments. Donc, on peut, à l'aide d'une borne bidirectionnelle qui vient avec, alimenter notre véhicule, mais notre véhicule peut également alimenter notre système en cas de panne électrique. Donc, non seulement on peut alimenter notre maison avec les batteries stationnaires qu'on peut mettre dans le système ou les panneaux solaires qui sont sur notre toit, mais également avec cette immense batterie qui est souvent 60 kWh et plus maintenant, qui est dans notre véhicule, qui peut être
brancher sur le système et nous fournir de l'énergie, nous retourner de l'énergie. Donc, on parle de tout ça avec notre ami Sylvain dans quelques instants. Mais sans plus tarder, je vous propose tout de suite qu'on aille écouter l'actualité dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Selon la firme de recherche Rowmotion, les ventes de véhicules électriques, que ce soit hybrides, branchables ou entièrement électriques, ont bondi de 26 % en septembre 2025 par rapport à ce qu'ils atteignaient l'année précédente, atteignant un record de 2,1 millions d'unités. Cette croissance est principalement attribuable à la forte demande en Chine et vers une ruée sur les crédits d'impôt aux États-Unis qui vont bientôt expirer. Alors, si on regarde ces chiffres du mois de septembre, les ventes mondiales, c'est 2,1 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit une augmentation de 26 %. En Chine, c'est 1,3 million de véhicules vendus. En Europe, 427 541 pour une hausse de 36 % quand même. En Amérique du Nord, 215 000 unités, une hausse de 66 % Et pour le reste du monde, c'est 153 594 unités pour une hausse de 48 %. Qui a dit que les ventes de véhicules électriques étaient en baisse? La ville de Victoriaville, en collaboration avec l'entreprise Polara, innove en installant une toute première borne de recharge bidirectionnelle à son garage municipal. C'est à l'hôtel de ville, donc cette innovation s'inscrit dans la démarche de la ville pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à explorer de nouvelles solutions énergétiques durables. Ce projet pilote ouvre la voie au déploiement graduel d'autres pôles de recharge sur son territoire. La borne V2X permet non seulement de recharger les véhicules électriques, mais aussi d'utiliser leurs batteries comme source d'énergie pour alimenter les bâtiments lors de panne de courant ou en période de forte demande. Cette technologie permet aussi une meilleure gestion d'énergie, ce qui réduit les coûts et optimise la consommation et aide à un équilibre de la demande sur le réseau électrique. Félicitations à la ville de Victoriaville. Vraiment en lien avec la grande entrevue d'aujourd'hui, GM Energy accélère la croissance de l'écosystème électrique avec une expansion rapide des solutions de recharge et d'énergie bidirectionnelle. Donc, GM a poursuivi sa transformation pour un avenir entièrement électrique et sa division énergétique GM Energy est la pierre angulaire. En seulement 18 mois, l'entreprise a connu une progression fulgurante, une croissance des revenus de 30 % d'un mois à l'autre et une multiplication par 5 des ventes de produits de recharge et de gestion de l'énergie. Cette montée en puissance annoncée par Wade Sheffer, qui est vice-président de GM Energy, illustre la volonté du constructeur d'élargir l'accès à des solutions de recharge fiables, pratiques et intelligentes, principalement à travers les États-Unis, mais bientôt partout en Amérique. En un an, après avoir déployé une gamme de produits dans les 50 États américains, GM Energy propose désormais 10 solutions, dont la recharge bidirectionnelle Vehicle to Home, qui permet à certains véhicules GM d'alimenter une maison équipée en cas de panne, le GM Energy Power Bank, qui est un système domestique de stockage d'énergie capable d'accumuler l'électricité provenant du réseau ou de panneaux solaires, et des adaptateurs de recharge universels facilitant la compatibilité entre les différents standards de bornes.
C'est avec grande tristesse que nous avons appris dernièrement le décès de M. Pierre Langlois, physicien, un scientifique passionné, vulgarisateur hors pair et ardent défenseur de la mobilité durable. Pierre Langlois a marqué notre communauté par son engagement indéfectible envers l'électrification des transports et la transition énergétique. Son savoir, sa rigueur, sa générosité intellectuelle tout son bagage qu'il a partagé pendant tant d'années ont inspiré tant de professionnels et de citoyens à s'engager en faveur d'un avenir plus vert. Nous allons effectivement, à Silence on roule, dans quelques jours, quelques semaines, faire une émission spéciale qui sera dédiée à la mémoire et au legs immense de Pierre Langlois. La Société de développement économique de Malartic poursuit ses efforts pour soutenir l'électrification des transports en lançant l'installation de 4 nouvelles bornes de recharge rapide du circuit électrique sur la rue Royale au cœur du centre-ville. Les travaux amorcés le 15 octobre s'échelonneront jusqu'au 24 octobre et permettront l'ajout d'infrastructures de 180 kW à proximité de plusieurs commerces locaux. Ces bornes pourront recharger simultanément jusqu'à 6 véhicules électriques. Pour Vicky Neveu, qui est présidente de la Société de développement économique de Malartic, ce projet s'inscrit dans une volonté claire d'améliorer les services offerts aux électromobilistes et de positionner Malartic comme un point stratégique de la recharge rapide en Abitibi. Les conducteurs canadiens des véhicules électriques de Mercedes peuvent maintenant recharger leurs véhicules à plus de 25 000 superchargeurs Tesla à travers le Canada et les États-Unis. Évidemment, ça prend un adaptateur NACS vers CCS1 pour les véhicules électriques actuels compatibles avec le système CCS1, mais les prochains véhicules de Mercedes-Benz auront de façon native le port NACS pour les modèles distribués au Canada à partir de fin 2025, début 2026. Le réseau de superchargeurs Tesla sera intégré au service MB Charge, s'ajoutant au réseau déjà disponible pour les opérateurs de Mercedes, dont ChargePoint, Flow, BC Hydro, Circuit électrique, etc. Et les conducteurs de véhicules de Mercedes peuvent également en apprendre davantage en allant sur le site web de l'entreprise. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Bien le bonjour, M. Sébastien. Bonjour, Martin. Écoute, une question qui revient souvent, et souvent même, je dirais qu'il y a des pseudo-experts qui brandissent cet épouvantail-là, celle du fait de faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge publiques. Donc, quand on veut voyager, on peut être mal pris ou dans l'incapacité de se charger. Donc, la question que je te pose, y a-t-il assez de bornes pour voyager au Québec? Et voilà, et je suis sûr que tu connais la réponse parce que je la connais. Ah, donc, oui, je vais te laisser le dire. On n'aura pas de problème de ce côté-là. Mais en fait, je m'inspire aujourd'hui du voyage que le couple qui fait du camping en véhicule électrique, le VR en électrique, qu'ils ont fait sur la Côte-Nord récemment, au courant de l'été plutôt. Donc, Éric, là, qui fait partie de ce couple-là, il a fait une courte vidéo à la toute fin, là, juste pour finaliser le dernier trajet, juste rappeler aux gens qui voyagent en Ford E-Transit, qui a 200 km d'autonomie, qui ont voyagé sans problème jusqu'à la base Côte-Nord. Donc, pour ceux qui doutent que le voyage électrique, c'est pas faisable, repensez-y. Une voiture électrique moderne va faire minimalement 320-350 km et plus. Là, lui, c'est 200 km seulement d'autonomie, puis il n'y a pas eu de problème. Exact. Hein? Puis on est sur la Côte-Nord. On n'est pas dans la rive sud de Montréal où il y a des bornes à tous les coins de rue, là. Exact. C'est pour ça que c'est un peu un message à laisser. Là. C'est comme ceux qui n'osent pas du tout, pensez-y. Vous pourriez facilement oser. Des bornes, Sébastien, il y en a. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas ça, quand on n'a pas de voiture électrique,
ben, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'en n'étant pas habitué de les voir, on ne les voit pas. Moi, je donne souvent, dans des conférences, je donne souvent la comparaison. Avez-vous remarqué quand vous achetez une voiture neuve, le lendemain de l'achat de votre voiture, vous voyez plein de voitures comme la vôtre, ça va, puis vous dites, coudonc, on dirait que tout le monde s'est acheté une voiture comme moi. Il était là, ces voitures-là, la veille. Là. C'est juste que le fait qu'on l'ait acheté, la voiture, qu'on l'a de mémoriser, là, est imprimé dans notre cerveau, ben, on spot les voitures. C'est la même chose avec les bornes électriques. À un moment donné, on a une voiture électrique, on va se charger à des bornes, on est habitué de les voir, et là, on dirait que notre cerveau a un sixième sens pour être capable de les détecter. On voit qu'il y en a partout. Quand on regarde les cartes disponibles, soit dans l'application du circuit électrique ou sur ChargeUp ou des trucs comme ça, on voit que des bornes, c'est par milliers qu'il y en a. Là. Donc, oui, puis on remarque même les nouvelles qui vont apparaître parce qu'un trajet qu'on va être habitué de faire, on va faire « Ah, ils en ont rajouté 2 autres à l'hôtel de ville. » Donc, on remarque quand ça pousse aussi. Oui. Puis les gens, les discours sont souvent, sont parfois basés sur des choses qui étaient vraies il y a plusieurs années, mais qui ont énormément changé. Donc, les gens qui ont connu quelqu'un qui avait une voiture électrique il y a 7-8 ans, ces gens-là, dont nous faisions partie, avaient une réalité très différente de celle d'aujourd'hui. C'est un monde de différence entre il y a 7-8 ans et aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui te dit, moi, il y a 7 ans, j'avais une voiture électrique puis il n'y avait pas assez de bornes, aujourd'hui, c'est d'autres choses. Là. C'est d'autres choses. Si vous refaites la route que vous avez faite peut-être il y a 3 ans, vous allez remarquer qu'on a probablement doublé le nombre de sites de recharge et probablement doublé ou triplé le nombre de bornes dans ces sites de recharge-là. Donc, planifier un plan B, là, c'est rendu plus facile si jamais aussi, parce que dans le temps, peut-être, il fallait planifier un peu plus loin. Mais aujourd'hui, voyager au Québec, là, aucun problème. Puis souvent, Sébastien, quand on pense à pas assez de bornes, bon, oui, il y a la crainte de dire, ben là où je m'en vais, je ne serai pas capable de me charger. Puis là, on vient de le dire, il y en a souvent des bornes, il n'y a pas à s'inquiéter, il y en a pas mal. Mais aussi, l'autre crainte qu'on a, c'est pas nécessairement de ne pas être capable de se charger, comme le fait que s'il n'y en a pas beaucoup, on arrive sur un site, il y a 2 bornes, par exemple, puis il y a 15 autos qui attendent de se charger, puis ça va me prendre 8 heures avant d'avoir accès à une borne de me charger. Bon, on entend ça, là, des scénarios d'horreur qui fait que tu es obligé d'attendre des périodes incroyables pour être capable de se charger. Est-ce que c'est la réalité d'un électromobiliste en 2025, ça? Pas tout à fait, parce que là, il faut regarder tout le temps sur l'ensemble d'une année. C'est sûr que les commentaires que tu viens de dire, c'est sûr, ça va faire les manchettes là, dès que quelqu'un va crier « garde » là-dessus. Donc, oui, je vais être d'accord qu'il pourrait avoir de l'attente, mais dans des périodes extrêmement courtes dans l'année. On va parler des périodes d'achalandage comme la journée 1 des vacances de la construction, le 22, 23, 24 décembre, lorsque tout le monde va s'en aller dans les familles. Mais il faut savoir que le reste du temps, il n'y aura pas ce problème-là. Des fois, il faut juste peut-être changer nos habitudes parce qu'on connaît des sites qui sont très populaires. Tout le monde connaît le Madrid là, depuis quelques années, là, avant même l'auto électrique. Là. Ouais. C'est une des stations qui est probablement une des plus achalandées, je dirais. Ouais. On entend des fois des critiques sur des forums de discussion de véhicules électriques. Mais il faut que les gens regardent ces cartes-là que tu disais, on envoie par milliers des bornes sur des applications. Bien, une sortie avant, une sortie après, ou à même distance égale, bien, on a Drummondville, puis on a Saint-Louis-Blanford. Oui, donc les gens, plutôt que de tout arrêter à la même place, pourraient se répartir plus intelligemment dans des sites avant ou des sites après. Effectivement, on est des bébites d'habitude, les êtres humains. On trouve ça cool arrêter au Madrid, fait qu'on arrête là, puis là, on se plaint qu'il y a trop de véhicules parce que tout le monde et un peu la même bébite puis arrête en même place. Si on arrêtait un petit peu avant ou un petit peu après, peut-être qu'on aurait plus d'agréments. Je comprends, des fois, il y a des restaurants, comme dans le cas du Madrid, il y a quelques restaurants, donc les gens en profitent pour manger, donc c'est un endroit de prédilection, mais ça reste que, effectivement, on pourrait arrêter avant, arrêter après, puis on aurait moins de problèmes. Toi, de ton côté, Sébastien, pendant tes vacances estivales, tu as fait de la route un peu. T'as-tu eu des problèmes? Puis tu étais pendant une période de vacances quand même? Là? Oui, quand même. Aller à la fin des classes, dans le fond, on est parti, là, on a un peu un classique, là, avant d'avoir des enfants. On faisait souvent la semaine de la Saint-Jean puis la fête du Canada. On combinait ces 2 semaines-là. Puis, bon, c'est un peu un entre-deux. On n'a pas la haute saison qui est vraiment commencée, mais on a quand même la fin des classes. Mais on a fait le tour de la Gaspésie, 2800 km. Il y a certaines places sur le tour de la Gaspésie que c'est peut-être pas... il n'y a peut-être pas des places avec 8 bornes
au même lieu, mais on n'a jamais eu à attendre. On a arrêté aux places qu'on avait planifiées. On n'a pas eu besoin d'avoir de plan B. Donc, même en période estivale, il n'y a eu aucun problème. Faut pas oublier aussi, Sébastien, qu'en vacances, là, oui, bien sûr, en roulant, on va devoir arrêter de se charger à certains endroits. Mais si on est en vacances pendant une semaine, par exemple, on va coucher quelque part, dans un gîte, dans un bed and breakfast, dans un hôtel, dans un motel. Et souvent, à ces endroits-là, il y a des bornes niveau 2 où on peut charger notre voiture toute la nuit, puis on repart le lendemain matin, la voiture pleine. On a donc un 400-500 km devant nous pour rouler. On n'est pas toujours pris pour arrêter dans des bornes publiques non plus, là. Exact. Puis ça fait partie, on a parlé de planification dans tellement d'épisodes ensemble, mais ça fait partie un peu de la planification de regarder s'il y a une possibilité de se charger pendant la nuit, quitte à aller au centre d'achat à côté, puis une borne niveau 2 toute la nuit. Donc, en partant à 100% de batterie le lendemain matin, on limite beaucoup les recharges rapides dans la journée à ce moment-là. Bien entendu. D'ailleurs, juste avant nos vacances estivales, on en a parlé dans l'épisode 202. Oui. Où on a parlé de planification des vacances, on donnait différents trucs, mais entre autres des trucs en lien avec la recharge, l'accès à la recharge. Et puis, les invités disaient essentiellement ce que tu dis là, Sébastien, c'est que aujourd'hui, c'est plus ou moins un problème. Peut-être la première journée des vacances, ils vont avoir un petit peu plus d'achalandage, mais c'est certainement pas une raison pour, un, éviter de s'acheter une voiture électrique ou deux, craindre de partir en vacances avec sa voiture électrique, d'avoir peur de ne pas être capable de se charger. Je pense qu'à moins d'aller vraiment très au nord du Québec, là, dans des régions non ou très peu peuplées, quand on reste en zone connue, il n'y a pas trop de problèmes. Oui, effectivement. C'est pour ça que je n'hésite pas des fois à en parler à des gens, de dire ce que j'ai fait comme voyage, puis de témoigner ou de faire écouter peut-être d'autres capsules pour des grands voyages électriques, leur montrer que c'est pas si sorcier que ça. Tout à fait. Mon cher ami, si les gens veulent t'écrire ou te poser des questions, on fait ça comment? L'idéal est par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. On se reparle dans 3 épisodes, mon cher ami. Excellent. Merci. Bye bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Juste une petite mise en garde avant l'écoute de la grande entrevue qui va débuter dans quelques secondes. Cette dernière a été enregistrée chez Rouler Électrique à Trois-Rivières dans un petit bâtiment là, dans lequel est installé l'équipement SIG Énergie dont on va vous parler. Et c'est un petit bâtiment là, fermé avec plusieurs appareils électriques haute puissance avec des ventilateurs. C'était donc relativement bruyant à l'intérieur et évidemment, puisqu'on n'était pas en studio, c'est un équipement d'enregistrement portatif qui n'est pas le même qu'on utilise ici dans le studio là, basse pour Silence on roule. Donc, la qualité du son, vraisemblablement, est un peu de moins bonne qualité que ce que vous êtes habitué d'entendre à Silence on roule, mais c'est quand même très, très, très audible. Il n'y a pas de problème, mais je voulais juste vous en aviser. Donc, on écoute tout de suite l'entrevue avec Sylvain Juteau de Rouler Électrique. Une question qui revient très souvent quand on parle de voitures électriques et de recharge de voitures électriques, c'est l'arrivée prochaine des fameuses bornes bidirectionnelles. Puis je dis prochaine parce que dans l'imaginaire des gens, il n'y en a pas, puis c'est vers là que ça doit s'en aller. Effectivement, c'est vers là que ça doit s'en aller, mais il y en existe. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Juteau de Rouler Électrique. Bonjour Sylvain. Bonjour Martin. Sylvain nous présente aujourd'hui un produit qu'il a installé à la station Rouler Électrique et chez lui également. Et certains clients également ont ce produit-là maintenant, qui est un produit assez versatile. On va y aller par étapes, mais dans ce produit-là, à la base, il y a une borne qui est bidirectionnelle. Exactement. Puis c'est une borne niveau 3
OK? Donc, un peu comme les bornes rapides, le même protocole. Puis, tu as le choix du connecteur. Tu as une version Tesla avec le connecteur NACS, puis tu as une version CCS1 combo, là. Comme on a toujours vu. Oui. Et Sylvain, donc, bidirectionnel, ça veut dire qu'on peut à la fois se brancher sur cette borne-là pour recharger notre véhicule, mais on peut également brancher notre véhicule pour alimenter des circuits électriques dans notre maison. Moi, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose tout de suite. La plupart des gens pensent que l'arrivée des bornes bidirectionnelles, quand ça va être disponible, ils vont pouvoir aller chez leur marchand favori, comme à rouler électrique, acheter une petite boîte qui est une borne bidirectionnelle, enlever la borne qu'ils ont déjà à la maison, mettre cette borne-là en place, puis c'est fini, c'est réglé. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne, là. Ça serait trop beau pour être vrai. Ouais. Effectivement. Le problème, c'est que votre véhicule, il est en DC, en courant continu, alors que votre maison est en courant alternatif ou AC. Donc, il faut être capable de convertir le format d'énergie qui rentre. Puis là, ça prend ce qu'on appelle un onduleur, que lui, il va changer, il va faire cette conversion-là. Fait que là, tant qu'à mettre un onduleur avec la borne, ben là, on met-tu des batteries tant qu'à y être? Puis on met-tu aussi des panneaux solaires? Parce que les panneaux solaires aussi sont en DC. Puis le système Sigenergy Point Guard, c'est un peu ça qu'il fait. Il fait un 5 dans 1 finalement. Et c'est un point important, Sylvain, que tu as apporté, là. Donc, quelqu'un qui veut une borne bidirectionnelle, peu importe la marque qu'il va prendre, là, en fait, quand il va l'installer chez lui, c'est pas aussi simple que de juste alimenter la borne en courant alternatif, là, donc le 240 volts, une ligne 240 volts de la maison, comme on fait actuellement, puis on se branche à l'auto. C'est-à-dire que si on veut que l'auto puisse retourner de l'énergie vers la maison, le courant continue, parce que quand on a alimenté, quand on a chargé notre voiture, on a envoyé du courant alternatif dans la voiture avec notre borne niveau 2, et la voiture a à l'intérieur d'elle un système qui convertit ce courant alternatif-là pour le mettre en courant continu. Mais là, on ressort l'énergie de l'auto, puis on la retourne à la maison. L'auto, elle n'a pas un système là, comme ça qui convertit le courant continu en courant alternatif. Faut le faire dans notre maison ou dans notre système d'alimentation. Donc, la borne qui permet d'interfacer puis qui communique des deux côtés, c'est une chose, mais il faut impérativement ajouter une boîte à côté qui, elle, va servir à prendre le courant continu de la voiture, la convertir en courant alternatif, puis ce courant alternatif-là, il faut le brancher quelque part après la maison. On peut pas injecter ça n'importe où dans notre panneau électrique. Fait que c'est quoi? On décide quel, au pluriel, circuit de la maison vont être alimentés par ce courant alternatif-là? C'est pour ça qu'un autre appareil que ça prend un panneau intelligent. OK? Dans le cas du Sigenergy, ils appellent ça le load hub, là. Je n'ai pas trouvé le terme francophone. Mais c'est un panneau de 200 ampères. Puis là, on peut mettre les circuits qu'on veut sauvegarder. OK? Là, évidemment, on choisit les bons circuits comme réfrigérateur, Internet, lumière, thermopompe, pour avoir de la chaleur ou de la clim quand il y a une panne. La tank à eau chaude, à la limite aussi. Toutes ce qui est utile au niveau confort. Je vous recommande de ne pas mettre des calorifères résistifs, là. Ouais, parce que ça, c'est pas très efficace, puis vous allez drainer votre énergie. Oui, tout à fait. OK, vos batteries, finalement. Mais ça prend tout ça parce que aussi, faut gérer cette énergie-là. Puis n'oubliez pas que vous êtes relié avec Hydro-Québec. Puis il faut pas l'injecter n'importe comment parce qu'il y a un aspect sécurité, il y a un aspect interférence, harmonique, etc. Fait que évidemment, ici, il y a un code du bâtiment, il y a un code électrique, puis il faut le respecter, mais ça prend des équipements. Fait que, pour revenir avec ton point, non, c'est pas simple. C'est pas aussi simple que d'acheter une petite boîte, là. Ah, j'appelle mon électricien, viens me poser ça, là, avec un breaker de 60 ampères, puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais pas simple, Sylvain, ça veut pas dire pas réalisable. À preuve, tu as plusieurs installations de réaliser et ça fonctionne très bien. Donc, on comprend que si c'est bidirectionnel, on a une panne électrique et que notre voiture est branchée, on utilise la batterie du véhicule, par exemple, pour alimenter des circuits de la maison. Mais là où ça tombe intéressant, c'est ce que tu disais tantôt, il est possible que pendant la panne électrique, que tu n'es pas à la maison, tu es parti travailler ou peu importe, ce serait peut-être bon d'avoir une autre batterie, peut-être plus petite que celle du véhicule, mais qui est là en permanence, une batterie donc stationnaire qui va être installée dans notre système à la maison, qui va être
rechargée là, en période de fonctionnement normal d'Hydro-Québec. Et quand il y a une panne, ben, cette petite batterie-là va prendre le relais. Et on pourra, à la limite, si cette batterie-là n'est pas assez grosse, pour se donner plus de capacité, quand on revient de travailler, on branche notre auto en plus. Donc, on ajoute la batterie de notre voiture à la ou au, pluriel, batterie stationnaire qu'on a dans le système. C'est un peu ça la logique de ton... Tout à fait. Puis là, on parle de 10 à 20 fois plus d'énergie que la batterie de base. Parce qu'un véhicule électrique, je fais juste penser au Dodge Daytona, c'est une batterie de 94 kWh. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des F-150 Lightning. Là, on parle de 120 kWh. Alors que la batterie de base, on parle de 5 kWh. Puis avec une batterie de 5 kWh, on peut alimenter la maison quand même pendant plusieurs heures. Je dis bien les circuits essentiels, frigidaire, lumière, Internet, OK? Évidemment, on va laisser faire la tank à eau chaude, là. Mais de toute façon, la tank à eau chaude est bonne pour plusieurs heures. Ça va rester chaud longtemps. Ouais. Oui. Puis, évidemment, le système, ça vient avec une application mobile, c'est relié dans le cloud. Fait que ça va vous avertir qu'il y a une panne à la maison, puis que dans 5 heures, il n'y aura plus d'électricité. Fait que là, tu te dis, OK, je vais revenir dans 2 heures avec mon véhicule. Puis si Hydro n'est pas revenu, ben là, je peux brancher mon véhicule. Puis là, j'ai une nouvelle source d'énergie additionnelle. Puis là, on peut continuer. Puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, ton véhicule peut recharger la batterie stationnaire. Puis là, une fois qu'elle est revenue pleine, ben là, tu libères le véhicule pour aller faire les courses, pour aller recharger le véhicule. Oui, à une borne rapide un peu plus loin où il y a de l'électricité. Oui, puis ramener de l'énergie à la maison. Oui, puis c'est tellement le fun, hein? Les réseaux de bornes de recharge publiques, on est capable de savoir lesquels fonctionnent, lesquels sont libres, lesquels y ont de l'électricité, alors que les pompes à essence qui ont besoin d'électricité pour fonctionner, on ne sait pas lesquels, puis on ne sait pas s'il lui reste du pétrole dans les réservoirs. Nous, on le sait. Oui, on le sait. Okay. Sylvain t'a dit tantôt, je pense que c'est clair, la borne bidirectionnelle permet d'utiliser la batterie de l'auto pour alimenter la maison. Comme autre source d'énergie, on peut aussi avoir des batteries stationnaires qu'on a ajoutées au système qui vont être là. Même si l'auto n'est pas là, on va quand même avoir une source d'énergie. On peut rajouter une troisième source d'énergie à ça, qui est des panneaux solaires. On sait qu'il y a une subvention très intéressante qui s'en vient prochainement au niveau d'Hydro-Québec pour l'installation de panneaux solaires. Donc, en plus, le système accepte les panneaux solaires. Est-ce qu'on doit mettre de l'équipement supplémentaire ou le système est déjà prêt pour les panneaux solaires? Il est directement prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'amener les fils courant continu qui viennent des panneaux solaires, puis on le rentre directement dans l'onduleur. Je dis directement, là, ça prend quand même un interrupteur pour la sécurité et tout ça, mais on le fait installer par un électricien certifié, évidemment. Donc, c'est vraiment intéressant. Les gens qui ont, la dizaine de personnes qui ont acheté ce système-là, eux, ils l'ont pris tout de suite parce qu'ils disent, là, je suis tanné d'avoir des pannes, je veux une sauvegarde de ma maison. Mais là, ils attendent le programme d'Hydro-Québec l'an prochain pour ajouter les panneaux solaires. Oui. Puis là, aller chercher jusqu'à 40% de subvention sur ce projet-là. Puis là, tu as de l'énergie que tu produis toi-même. Que tu payes pas l'énergie. Oui. Hein? Tu as payé les panneaux, là, mais pas l'énergie. Parce que, évidemment, le véhicule électrique, lui, l'énergie, c'est le fun, oui, ça peut alimenter ta maison. Mais l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Tu as payé pour la mettre dedans au début. Oui, à moins d'avoir un employeur qui offre la recharge gratuite au travail. Du détournement d'électrons, qu'on appelle ça. Oui. Écoute, là, on est rendu à 3 sources d'énergie qui alimentent ce système-là en cas de panne. Donc, tes panneaux solaires, ta voiture, tes batteries. Comment le système décide quelle quantité d'énergie... parce que là, c'est comme s'il y avait 3 petites centrales électriques là, qui génèrent de l'énergie. Comment le système... Puis l'hydro peut être la quatrième. Plus hydro peut être revenu, puis tu peux quand même utiliser... Donc, même s'il y a d'électricité d'Hydro-Québec, tu peux utiliser l'énergie en même temps d'hydro, de la batterie stationnaire, du véhicule, puis du solaire. Donc, tu as plusieurs sources d'énergie. Comment le système détermine quelle proportion d'énergie vient de quelle source de production? Tu peux le configurer manuellement. Donc, évidemment, tu peux lui dire... priorise l'énergie qui vient de mes panneaux solaires parce qu'il me coûte 0. Par la suite, ça peut être le véhicule. Puis en dernier, ça peut être hydro. Puis aussi, quand il va y avoir des tarifs modulés,
des tarifs différenciés dans le temps. Et on sait que ça s'en vient. On sait que ça s'en vient. Le système va pouvoir dire, OK, je remplis les batteries quand c'est en hors pointe. Donc, quand l'électricité coûte moins cher. OK, chez Hydro. Puis après ça, quand c'est en haute période de pointe, ben là, on utilise l'énergie qui est dans les batteries qu'on a payé moins cher la veille. Ça, là, Sylvain, c'est comme aller s'acheter des fraises dans le temps des fraises, pendant qu'ils sont pas chers, les congeler, Exact. pour se les dégeler l'hiver quand ils sont pas achetables à l'épicerie. Oui. Donc, tu mets de l'énergie la nuit quand elle coûte pas cher dans tes batteries, ou le jour par ta production d'électricité par tes panneaux solaires. Mais à l'heure du souper, en période de pointe, l'hiver, quand il fait froid, là, tu viens rechercher cette énergie-là que tu as payé moins cher parce qu'elle était hors pointe, puis tu te la redonnes à toi-même. Donc, Puis en plus, ça se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de mettre d'effort. Le système va le gérer lui-même. Il y a même ChatGPT-5 d'intégrer dans l'application. OK? Puis il peut gérer de façon intelligente, puis même tenir compte de la météo, en sachant, OK, ben là, demain, il fera pas beau, donc il n'y aura pas de production solaire. Donc, la nuit, on va remplir les batteries à bas tarif. OK. S'il il annonce beaucoup de soleil demain, on ne prendra pas Hydro pour remplir les batteries, on prendra le soleil demain, mais il n'annonce pas de soleil demain, donc là, on va prendre Hydro. Ouais. Très intéressant. C'est fou, hein? Ouais, Sylvain, le système, là, puis évidemment, à Silence on roule, c'est un podcast audio, les gens ne voient pas. Le système que tu as ici, toi là, en démonstration, que tu me présentes actuellement, il y a quoi? Il y a à peu près 4 pieds de haut, là, quelque chose du genre, par à peu près 2 pieds de large, quelque chose du genre. Puis c'est des modules, c'est modulaire. Donc, tu achètes les modules que tu as le goût d'avoir. De ce que je comprends de ton système. J'appelle ça des morceaux de robot. Des morceaux de robot. Donc, tu as des morceaux de robot que c'est des batteries. Donc, toi, tu as plusieurs batteries dedans. Donc, tu as stacké des batteries pour te faire l'équivalent d'une batterie stationnaire plus grande. Tu as un autre module que tu as stacké qui est ta borne bidirectionnelle. Puis, tu as un autre module que lui, tu n'as pas le choix d'avoir, on l'a dit tantôt, qui est le module dont l'objectif est de convertir le courant continu en courant alternatif. L'onduleur. Donc, exact. Ça, c'est là. Et là, les gens, quand ils achètent un système, ils sont pas obligés de prendre comme 3 batteries. Ils peuvent en mettre une. Ou ils peuvent en mettre juste une. Il y a 2 formats de batteries actuellement, des 5 puis des 8 kWh. Physiquement, ils sont pareils. Là. C'est juste que la 5 est moins lourde. OK? Puis tu peux mélanger les batteries pour avoir la capacité que tu as besoin. Puis évidemment, vu que c'est très simple d'installer une batterie plus tard, ça prend genre 30 minutes à l'électricien pour le faire. L'idée, c'est tu prends le minimum, puis après ça, on verra si c'est assez. Puis là, plus tard, tu peux dire, OK, j'en veux une deuxième, puis etc. Une question que les auditeurs peuvent se poser, des systèmes comme ça, Sylvain, est-ce que ça prend une entrée électrique ou une maison qui a des particularités propres ou n'importe qui, sur n'importe quelle installation, peut théoriquement installer ça? N'importe qui, là, une entrée résidentielle, un panneau de 100 ampères, 125 ampères, 200 ampères, 400 ampères. L'important, c'est que ça soit du monophasé, donc une entrée électrique résidentielle. Par contre, ils s'en viennent avec une version triphasée pour le commercial au début de l'hiver prochain, 2026. Donc, au moment où on se parle, ces équipements-là, particulièrement le volet solaire, on sait que la subvention n'est pas encore arrivée. Elle est annoncée, on sait que ça s'en vient. Est-ce que les gens sont mieux d'attendre ou d'acheter le système de base, puis attendre pour les panneaux, puis juste rajouter les panneaux quand la subvention va arriver, comme tu disais tantôt? Toutes les options sont bonnes. C'est selon vos besoins. Je dirais que ceux qui ont dit « je le veux tout de suite », ben, il y en a qui... Ils attendaient le V2X. Il y en a, je te dirais, ils l'ont fait un peu par luxe. Là. Ils attendaient le V2X depuis longtemps, mais ils ont dit, moi, je veux l'avoir, ça fait tellement longtemps, je veux l'avoir. J'ai d'autres personnes aussi qui allaient s'acheter une génératrice automatique là, au carburant. Là. Ça coûte cher, une génératrice automatique? Ça coûte le même prix. Là. On parle de 15 à 25 000, puis le système est à peu près dans les mêmes prix. Fait qu'il y a des gens qui ils ont tellement de panne qu'ils n'en pouvaient plus, ils allaient faire l'achat. Ben là, évidemment, si on veut de quoi qui ne fait pas de bruit, qui est écologique, qui ne fait pas d'émissions de GES. Ça n'émet pas de chaleur non plus. Ça n'émet pas de chaleur. Ouais, peut-être là, on sent un peu là, tiède quand comme on n'importe quel appareil électrique ou électronique, mais je veux dire, on ne se brûle pas là-dessus. C'est ça. C'est surtout que tu n'as pas de bruit,
Tu peux le mettre dehors, tu peux le mettre en dedans, dans ton garage. C'est certifié NEMA 4X, donc c'est fait pour le climat québécois. Moi, j'en ai mis un dans mon garage détaché, non chauffé, non éclairé. Fait que le pack de batterie, en passant, là, techniquement, il peut être à 100 mètres, jusqu'à 100 mètres, du panneau intelligent que lui, il va toujours être près de ton entrée électrique principale. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. Évidemment, si tu le mets à 100 mètres, il y aura plus long de fil à dérouler. L'installation va coûter plus cher. Ça, c'est bien certain. Écoute, Sylvain, les gens qui veulent en apprendre un peu plus ou qui veulent voir la faisabilité ou les coûts qui seraient rattachés à un système comme ça, chez eux, ils peuvent te contacter à Rouler électrique. Je pense que c'est facile à trouver. De toute façon, on va mettre les références dans les liens du podcast. Moi, ce que je pense qu'il faut que les gens retiennent, là, c'est que les systèmes bidirectionnels, je pense que l'avenir est là-dedans. Il va en avoir de plus en plus. Mais il faut que les gens se sortent de la tête que c'est une petite borne comme leur petite wallbox ou leur petite borne heavy duty qu'ils sont habitués de voir, puis que c'est juste que par magie, la borne va fonctionner des deux bords. Une borne bidirectionnelle, ça implique nécessairement qu'on va avoir un onduleur, ça implique nécessairement qu'on a des connexions dans un panneau intelligent, qu'on doit s'interfacer avec le panneau électrique de la maison. C'est beaucoup plus complexe que juste une boîte qui a une fonctionnalité de plus. Donc, quand les gens vont être prêts mentalement à l'idée de on s'en va vers ça, parce que je pense que ça a des gros plus, surtout avec la tarification différenciée qui s'en vient, qu'on va avoir un avantage à aller chercher de l'énergie qu'on a consommée à un moment où elle coûtait pas cher, puis se la redonner à un moment où là, ça coûte plus cher. Ben, les gens vont voir le business case financier de faire cette affaire-là, puis ils vont être capables d'aller de l'avant, mais ils vont y aller. Et faites affaire avec des gens certifiés, des gens compétents, Rouler électrique, vous êtes l'un de ceux-là, puis vous avez toute l'information pour renseigner correctement les gens. Sylvain, c'était une belle expérience qu'on a vécue aujourd'hui. Et puis, pendant qu'on vous parle, mon véhicule est en train de se recharger, alimenté par une borne qui elle-même est sur ce système-là à batterie. Système à batterie qui est aidé par le véhicule de Sylvain qui est branché dessus, qui fournit. Donc, techniquement, le véhicule de Sylvain est en train de charger mon véhicule. Ah, c'est-tu pas beau, ça? En partie, parce qu'il y a quand même de la production solaire. Ben oui. Fait qu'il y a une partie qui alimente ton véhicule, il y a une partie de mon véhicule, de mon Dodge Charger, qui recharge ton véhicule. Puis c'est une borne publique en plus, là, Flow, que tu peux activer avec l'application circuit électrique ou Flow. Donc, en cas de panne électrique ici, toi, Sylvain, il y a une borne niveau 2 qu'on sait qui va continuer de fonctionner, même s'il n'y avait pas d'électricité ici. Là. Oui, puis là, ben, ça veut dire que si la panne se prolonge, il faut que j'emmène un véhicule pour pas que la batterie stationnaire se décharge. Parce que tout le monde va prendre la borne, ça va être la seule qui va marcher. Fait que je suis déjà mentalement prêt à faire ça. C'est faux, ça. Sylvain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique L'envers du panneau est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont pris au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585.
Ici Stéphane Daou et bienvenue à l'envers du panneau. C'est avec tristesse que j'ai vu ma vieille Volt partir la semaine passée. Une vieille Volt 2013. Et c'est pas tant le véhicule qui me rend triste, mais beaucoup plus ce qu'on a fait ensemble. En 2013, à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas énormément de bornes de recharge dans le Québec et dans l'Est du Canada. Avec la Volt, ça nous a permis, avec Écoroute et Sun Country Highway, d'aller dans des endroits où, justement, on a pu installer les premières bornes dans des villages ou créer des segments ou aller au Nouveau-Brunswick pour pouvoir installer en 1 mois 25 bornes de recharge. Cette Volt-là, c'est un peu le véhicule qui a servi à planter les premières bornes dans le Québec aussi. Il n'y en avait pas énormément. Et je me rappelle même à l'époque, en 2013, au Nouveau-Brunswick, il y avait environ 28 véhicules électriques d'enregistrés dans la province. Et on venait d'installer 25 bornes. Voir partir la Volt, ça me rend un peu nostalgique parce que ça a été un peu la naissance d'une industrie au Québec et d'une communauté. On a vu des gens s'y ajouter, mais des gens partir comme Pierre Langlois la semaine dernière. Mais on a vu aussi la naissance de l'Association des véhicules électriques. Les gens se regroupaient, les premiers forums sur Facebook. En fait, ça me rappelle qu'en 2013, on avait de l'air bizarre un peu à croire aux chars électriques. Quelques années plus tard, je suis maintenant déménagé à Sainte-Flore, un petit secteur de Shawinigan qui a été bâti au cours des années 1800. Un endroit qui n'a pas vraiment été prévu et pensé pour les voitures électriques à l'époque. Ce qui me surprend le plus, par contre, c'est le nombre de véhicules électriques qui passent devant mon appartement à tous les jours. Je pourrais vous dire que c'est probablement entre 80 et 100 véhicules électriques qui, quotidiennement, sur le coin de la rue, vont faire un arrêt. J'ai remarqué une chose, par contre. Le conducteur moyen d'un véhicule électrique fait mieux ses stops qu'une personne qui a un véhicule à essence. Je sais, je l'entends, je reste au coin de la rue puis il y a un stop. Ce qu'on entend par contre aussi, c'est la différence entre les véhicules et les choix de moteur dans un village. Dans un village avec une petite rue principale, les bâtiments sont collés, c'est des vieilles maisons. Et ce qu'on entend dans nos maisons, c'est la réflexion sonore des moteurs et des explosions. Avec un véhicule électrique, on entend une douce mélodie à l'arrêt du stop, mais c'est pas la même chose au niveau de l'impact sonore. Il n'y a pas une fréquence qui vient déplacer une masse d'air assez forte qui vient frapper sur nos maisons, assez pour nous empêcher d'écouter la télévision. Quand j'ai eu la Volt en 2013, les gens me disaient « T'es-tu sûr que ça va être bon longtemps un char électrique? » En fait, ce qui a lâché en premier, c'est la pompe à huile. Il faut comprendre aussi que j'ai pris ce véhicule-là dans le but de tester, sans y donner vraiment tout l'amour et l'entretien nécessaire, juste pour voir vraiment comment ça allait vraiment vieillir. Je peux vous dire que j'ai pas vu le garage souvent, et encore moins une station d'essence. Malgré que c'est un véhicule avec une autonomie prolongée à essence, je pouvais quand même faire la majorité de mes déplacements avec le mode électrique, et c'est sûr qu'en hiver, il y avait une consommation d'essence, mais pas assez pour justifier une perte d'intérêt envers la vôtre. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent que c'est un bon système. Oui, c'est un bon système à l'époque. Par contre, aujourd'hui, avec le prix des batteries, la motorisation et où on est rendu, je vois moins l'utilité de ce genre de véhicule-là, tout comme les hybrides. Je pense beaucoup plus que c'est fait pour nous vendre des pièces de moteur à essence après la garantie. Donc, ça faisait presque 1 an que la Volt n'avait pas roulé et j'ai décidé de la vendre à Marc Julien à Trois-Rivières qui va lui donner une autre vie. De mon côté, depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance de conduire des véhicules comme le Mercedes, le Sprinter, la grande version avec la grande batterie. J'ai vraiment été impressionné par l'autonomie et ce qu'on pouvait faire avec ce genre de véhicule-là, malgré sa grosseur et son poids. Et depuis quelques mois, je roule avec une Mach-E 2021. Et je vous rappelais justement dans une chronique précédente que j'étais déménagé dans un village où je n'avais pas un appartement conçu pour une borne de recharge. Bon, OK, j'admets qu'il y a le style de vie que je travaille à la maison et que je peux me brancher sur le 110 volts et aller récupérer ce que j'ai besoin. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu l'anxiété au niveau de la recharge. Ça, c'est vraiment important parce que je vis ce que d'autres personnes vivent dans le Québec dans une infrastructure non conçue pour la recharge. Bref, depuis que j'ai vu ma Volt quitter mon parking, je me suis rappelé tout ce qu'on a fait dans le Québec, et aussi au Canada et dans le monde, pour l'industrie du véhicule électrique. Quand j'ai eu ma Volt, la première année, j'ai fait environ 55 000 km à parcourir le Québec et le Nouveau-Brunswick, justement pour trouver les places où mettre des bornes. Ça me rend nostalgique de la voir partir, mais avec une certaine fierté et aussi une confiance en l'avenir en regardant les résultats qu'on a maintenant au Québec et dans notre industrie. Mais avoir la presque centaine de véhicules électriques qui passent devant chez moi à tous les jours à Sainte-Flore dans un petit village avec pas grand monde, c'est vraiment impressionnant. Je m'étais fait mes prédictions personnelles il y a plusieurs années sur l'industrie et je suis vraiment content de voir que ça fonctionne. Un jour, je vous en parlerai. Une autre chronique. Pour le reste, c'est entre nos mains.
Voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité. La tournée Plug and Drive de Trois-Rivières, c'est du 8 au 26 octobre. Donc, ça tire à sa fin. C'est un voyage CAA au 4085 boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Donc, un excellent moment ou moyen de voir des véhicules électriques et d'en essayer tout en posant des questions à des spécialistes. Ensuite, j'aurai la chance de donner une conférence qui aura lieu le 29 octobre à 19h à La Prairie, donc à la bibliothèque Léo Le Cavalier au 500 Saint-Laurent à La Prairie. Donc, une conférence d'information sur les véhicules électriques. Donc, c'est un beau moment pour venir vous renseigner tout en me rencontrant. On pourra se serrer la pince. Il y a également l'AVEC qui se recharge au Salon de l'Auto de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est du 7 au 9 novembre à l'espace Saint-Hyacinthe, centre BMO et pavillon Solio au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Encore une fois, plein de véhicules en démonstration, des essais routiers organisés par l'Association des véhicules électriques du Québec, la chance de poser vos questions à des experts et d'écouter des conférences. J'aurai la chance et le bonheur de faire des conférences à ce salon également. Voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Sylvain Juteau, Sébastien Côté et Stéphane Daou. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF Vitre teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com, mais pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes, ainsi qu'à notre boîte vocale numérique sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.